Merci d'abord pour vos nombreux courriers. Je ne sais pas répondre à tout, mais il semble que la dernière vidéo, dans le cadre du voyage dans le temps, a suscité quelques questionnements chez vous. Et dans un premier temps, je dirais ceci, c'est qu'il faut avoir une réflexion terre à terre. Et actuellement, beaucoup de gens parlent du voyage dans le temps. Pourquoi? Parce que c'est plutôt un échappatoire imaginatif, je dirais, pour outrepasser les science-fiction habituelles, les martiens qui arrivent, les extraterrestres, la conquête de ci, la conquête de là. Donc on joue beaucoup sur la notion du temps, sans trop savoir de quoi on parle. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu le cheminement du véritable voyage dans le temps. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été établies, beaucoup de recherches, beaucoup de lois, où l'intervenance au niveau d'un espace, je dirais temporel, dans une époque précise, une heure précise, en interagissant par exemple avec les heures miroirs ou d'autres informations, on va y venir. Il faut d'abord savoir que dans le cadre d'un déplacement d'une matière, donc revenons un petit peu à ce célèbre livre de Wells qui exprime la machine à voyager dans le temps, merveilleux film évidemment, merveilleuse littérature bien sûr. Et là on touche d'abord deux points sensibles, c'est qu'au moment où le livre sort, nous sommes dans une hystérie qui n'est pas un peu comme ce qui s'est passé au crash de Roswell. Nous sommes dans une hystérie de magie et également de prestigitation, mais également de recherche à travers le spiritisme. Alan Kardec, comment dirais-je, Victor Hugo, d'autres personnages connus actuellement, pour leur recherche à travers certaines choses qui sont mystérieuses, anticipatives, on va y venir. Et on trouve donc dans cette littérature, et aussi un appât, encore et toujours et actuellement, vous le savez, un appât financier, jouer sur je dirais l'ignorance des gens, mais il y a un fondement, un peu comme dans toutes les gens, il y a toujours un soupçon de vérité. Et prenons les choses un petit peu clairement, c'est qu'un déplacement de matière, en l'occurrence par exemple, reprenons cette machine à travers le temps, c'est une matière, d'accord. Nous pourrons avoir des divergences sur l'aspect quantique où on peut, je prends le terme dissolver, je vais dire la matière et la reconstituer dans un espace-temps, mais cette matière doit être, je dirais, pratiquement comme une forme d'anneau-intelligence pour qu'elle puisse se reconstituer à un endroit quelconque. Le souci, dans un premier temps aussi, c'est que nous pourrions nous réserver sur le cas de restructurer un corps associé à une machine, ce qui pourrait dire qu'il y aurait probablement un mélange humain-machine, une fusion. Attention que toutes ces choses vont être découvertes et il y aura des solutions. Je ne vais pas m'étendre sur Philadelphia Experiment au niveau de certains dossiers qui ont plus ou moins exprimé qu'il y avait une fusion de corps, de chair avec la matière. On se rappelle du film, et certains rapports interagissent à ce niveau-là par rapport à aussi une forte présence électrique, mais Philadelphia n'était pas uniquement là pour ça. Rappelez-vous, il y avait ces tests de déflagration nucléaire. Donc il y a tout un mystère, mais on va en parler plus tard. Bref, on ne va pas s'évaser. Je veux dire par là que si on prend l'aspect terre-à-terre, projeter une matière, en l'occurrence le métal quelconque, dans une dimension différente, il y a déjà un problème. Alors vous allez, si vous le permettez en écoutant ma vidéo, oublier les bêtises
de projection de second plan, de deuxième, troisième, cinquième, 40 000 deuxième, je dirais, dimension. On va mettre ça un petit peu de côté. On va rester sur l'aspect rationnel d'un programme qui a existé ou qui existera, ça dépend. Enfin bref, ça n'a pas été facile du tout. Vraiment pas. Donc pour le moment, la littérature et tout, c'est merveilleux. On retrouve aussi un peu partout des gens qui disent je viens de l'an 2460, j'ai une photo à l'appui, enfin, bref, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Les tests qui ont été faits sur transvaser une matière organique à un endroit précis ont été faits au temps même. Je veux dire, par exemple, je veux déplacer une matière organique, c'est-à-dire un corps humain, à un endroit quelconque. Je ne l'envoie pas dans le temps, je vais essayer de l'envoyer à un autre endroit qui pourrait être contrôlable sur ma journée. Donc j'envoie quelqu'un dans ma journée à un endroit et je peux vérifier dans cette journée s'il est arrivé à cet endroit. Donc il est hors de question au départ de envoyer quelqu'un à gauche, à droite, sans trop savoir où il va atterrir ou comment du pourquoi. C'est déjà le gros problème. Restructurer, je vais dire, un corps, un organisme demande véritablement une grande recherche, une grande responsabilité. Rappelez-vous cette phrase, savoir à l'avance, prédire est honorable, mais savoir le futur demande une responsabilité. Bref. Donc, il faut comprendre comment une machine qui peut être réceptacle, je ne parle pas de la machine de notre fameux savant dans la littérature, de la machine à remonter le temps, je parle d'une machine capable de recevoir, un peu comme quand on envoie un mail d'un ordinateur à un autre, il reçoit, mais temporellement, futur, passé ou quoi que ce soit, où se trouve cette machine à l'arrière, cet ordinateur, pour accepter l'ensemble de la restructuration physique. Ça pourrait être fait, mais le gros problème, c'est que nous ne connaissons pas la fonction vitale, la fonction motrice, c'est ça. Le gros problème, c'est de savoir, notre cerveau, on ne le connaît pas encore complètement. Donc, allons-nous oublier des facteurs importants, comme le système anticipatif, qui va être découvert quand, disons d'ici 2-3 ans, par rapport à tous ces IRM là qui sont mis, on en a parlé, et ces IRM qui vont être mis en application et lancés à Paris, en Allemagne, un peu partout, et qui feront fusion avec ce fameux, comment dirais-je, chrono, qui recherche des particules, enfin tout ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est une fusion, ils vont pouvoir découvrir pas mal de choses. Donc le problème premier, c'est pas véritablement la restructuration corporelle, c'est la restructuration du système d'analyse, de pensée, d'anticipation, voilà, ce qu'il y a de sensitif, même pas émotionnel, je dirais anticipatif. C'est le gros problème. On va pouvoir compter sur l'intelligence artificielle, on va compter, mais le problème c'est que les tests qui seront effectués sur le jour même, on est d'accord, je reviens sur mon exemple, c'est d'envoyer un organisme, suivez bien ce que je vous dis, un organisme physique à un autre point temporel, mais dans la même journée, pour pouvoir vérifier, un peu comme les tests qui ont été faits sur le système de la télépathie. Donc c'est quelqu'un qui envoyer un message à une autre personne sur un espace-temps, en l'occurrence géographique, mais pour recevoir cette information. C'est là le gros problème. Donc le reste, pour le moment, tombe à l'eau, c'est clair. Il faut comprendre une première chose, c'est que, comment je pourrais dire,
lancer une information à travers le temps, c'est aussi un peu comme un système de messages où je donne un message à une première personne, à une deuxième, à une troisième, quatrième, et à la 10e, le message est un petit peu saccadé, un petit peu perdu. C'est ce qu'on va découvrir, c'est que l'individu qui peut plus ou moins accepter dans un premier temps d'être décomposé, c'est-à-dire de mourir, un peu comme on vient de dire maintenant, rappelez-vous, je vous en ai parlé il y a déjà quand même quelques années, et on vient de sortir l'information, mais là c'est plus dans le cadre du voyage, je dirais plutôt de l'espace. Il y a des fonctions qui ne vont pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'elles ne seront pas dans leur temps à eux. Donc c'est-à-dire que quand vous vivez, vous naissez, vous vivez dans une époque, il y a un bagage, un peu comme un bagage de jeunesse, et on vieillit. Le système mental, je ne parle pas d'Alzheimer, mais un autre système, lui aussi, est rentré en fonction de son environnement et est adapté. Il ne peut pas s'adapter dans une autre époque. Ni en partant, ni en revenant, ni dans le passé, ni dans le futur. Pourquoi? Parce que la personne qui aurait mission éventuellement de pouvoir être portée dans le temps perd une majeure partie de ses informations. Tout a été essayé, hein. Les symboles, des marquages mémoriels, des injonctions temporelles, ça c'est ce qu'on a su garder, ça c'est magnifique, c'est un petit peu comme une information qui se répète dans votre tête, un peu comme un phénomène de synchronicité, et que vous mettez sur le compte du hasard. Pourquoi? Parce que ça fait partie des lois de ne pas intervenir complètement dans la gestion temporelle des individus, à l'occurrence des autochtones et ainsi de suite. Donc c'est très complexe. Et c'est en fait un monsieur qui s'appelle Wells, oui, qui a développé cette technique. Donc pour certains qui font du spiritisme, qui font de la recherche, vous avez découvert aussi qu'il y a ce fameux technicien, il y a l'équipe, il y a aussi ce flon de lumière bleue qui est en fait une analyse d'informations, mais bon, chaque chose en son temps. Donc le gros problème, c'est dans la projection corporelle d'un organisme et une restructuration d'organisme d'un temps à un autre, un espace-temps si vous voulez, c'est pas une question de dimension. Absolument pas, parce que on va parler aussi du temps, la notion du temps, et il y a quand même beaucoup de choses à mettre au point. Donc, l'aspect d'une projection organique pourrait éventuellement être faite, mais là-dedans, nous n'avons pas la composition complète du fonctionnement. Nous sommes encore au b.a.-ba et à la préhistoire de l'hypnose. On ne sait pas trop si c'est valable ou pas. On ne sait pas si l'hypnose peut interagir, guérir, atténuer et effacer. Attention que le terme avec l'hypnose, effacer un souvenir, c'est dangereux, hein. On est d'accord, parce que vous touchez au système naturel d'un individu qui a une fonction de vie bien particulière, donc un temps de vie particulière, où des événements interagissent naturellement dans une forme de synchronicité et des événements agissent non naturellement, donc artificiels, dans la société. Et il y a deux justes milieux. Donc, une vie naturelle avec des synchronicités et une vie artificielle où nous sommes sous l'emprise d'une société qui développe des synchronicités aussi, mais artificielles. Un exemple, une synchronicité artificielle, c'est-à-dire qu'elle est déjà anticipée, donc c'est-à-dire une religion qui est imposée, des diplômes qui sont imposés, des études, une voiture, si vous voulez travailler, il vous faut une voiture, si vous avez une voiture, il vous faut travailler, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un système de synchronicité anticipé qui date depuis des milliers d'années, hein, ça ne vient pas de l'inventer. Maintenant, le système de synchronicité naturelle, ce sont des événements qui interagissent et qui ne font pas fonction, qui ne font pas une accroche, qui ne font pas un lien avec la société. C'est complexe, je sais. Il y a trois types de synchronicité ainsi, donc j'ai parlé de la synchronicité naturelle, synchronicité artificielle, et la troisième, ça, évidemment, ce sera pour plus tard. Donc, l'aspect organique qui est projeté, pourquoi pas? Mais il faut encore que, soit dans le passé ou soit dans le futur, on puisse réceptionner
le corps. Où pourrons-nous trouver ce genre de travail, je vais dire, ou de plan pour constituer un appareil capable de recevoir l'organisme qui a été envoyé, par exemple, en 2018, de l'envoyer, je ne sais pas moi, en 2090 ou je ne sais pas, mais bon, on ne sera plus là pour ça, hein, donc on peut jouer longtemps sur votre ignorance. Maintenant, aller dans le passé, il y a des connotations, il y a des messages, il y a des choses qui sont intéressantes, qui ne sont pas traitées. Pourquoi? Parce qu'on ne pourrait pas expliquer au public actuellement qu'il y a une possibilité d'interagir dans le temps, mais avec un système unique. Unique. Bien, on va en reparler après. Si j'envoie un corps, donc un organisme, soit dans le passé ou dans le futur, il est clair et certain que mon environnement est complètement différent. Si c'est dans le passé, l'oxygène est différent, si c'est dans le futur, encore moins. Mais mon organisme ne pourra pas justement s'y adapter. Pourquoi? Parce que je respire, je peux manger, tout ce que vous voulez, mais mon fonctionnement est légèrement atténué par mon oxygène. Je reprends le cas actuellement, j'en avais parlé il y a quelques années, mais bref, l'oxygène devient relativement dangereux, devient un petit peu susceptible au niveau des enfants, au niveau de notre manière de réfléchir. Donc, imaginez-vous que nous envoyons un être humain, un organisme vivant 2018 et on l'envoie en 2046. Ben, je lui souhaite du courage à ce monsieur, hein, parce que dès qu'il sera sur place, non seulement je pense personnellement que le bagage mémoriel sera atténué, donc il sera un petit peu comme une plante, mais au niveau de ses missions, de sa réaction, ça va être difficile. C'est pour ça qu'on a inventé le watching. Ça fonctionne. Mais comment? Ce sera dans une autre vidéo. Chaque chose en son temps. Depuis une cinquantaine d'années, on fait des études sur les expériences de mort imminente. C'est devenu plus un business. C'est un peu pour ça que je n'ai pas toujours voulu m'associer avec des groupes qui parlent des expériences de mort imminente, toujours en respectant les témoignages de ceux qui ont malheureusement vécu tout ça. Mais en réalité, c'est tellement complexe. C'est tellement complexe parce qu'il y a une recherche sur l'aspect mental, une recherche sur un corps physique qui doit être capable de supporter un développement temporel, l'homme de Vitruve, ou encore certains témoignages d'abduction sur les ovnis. Je dis bien certains témoignages, et en l'occurrence, bien sûr, quelques religions, je ne sais pas si je peux dire, quelques croyances qui observent il y a des centaines d'années, je ne sais plus de mémoire si c'est dans le bouddhisme ou quelque part par là, où on demande le culte du corps, l'entretien du corps, l'entretien physique, qui est dans un parallélisme de l'homme de Vitruve et dans un parallélisme de certains témoignages que je vous parlerai plus tard, parce que comme vous savez, je suis certain qu'au travers de cette vidéo, d'autres vont se lancer sur des théories extraordinaires. Ce qui veut dire que le travail, la recherche sur un corps capable d'accepter une accélération sur la décomposition de toutes les cellules, de tous les atomes, et réinverser ce système, la personne doit être largement solide.
un peu comme ces astronautes, ces cosmonautes aussi qui sont partis. C'était plus l'aspect mental qui devait être le plus solide. Vous comprenez ce que je veux dire? L'aspect mental. On voit déjà là où je veux en venir. Donc, lancer une personne d'un endroit A à un point B est d'une grande difficulté, que ce soit maintenant ou dans le futur. Il y a eu des tentatives sur l'aspect mémoriel. Je vous en ai parlé, mais ça a été très difficile. Il fallait trouver des fréquences de l'énergie vitale, les fréquences du cerveau, les fréquences qui interagissent sur les énergies du corps. C'était difficile, très difficile. Les premiers tests qui ont été faits sur l'aspect de déplacement de pensée, vous les connaissez tous sous le terme possession, le phénomène de possession. Et ça ne marchait pas parce que l'être humain était soumis, bien sûr, à son environnement, à ses capacités, je dirais, intellectuelles, qui sont souvent, en grande majeure partie, des gens qui sont, j'allais dire comme vous et moi, mais je dirais plutôt des gens qui sont déjà dans des formes de croyances, dans des rites, ou dans des époques où on ne se casse pas la tête à connaître ce qu'est un ordinateur, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est au travers de certaines époques où certains héros sont choisis et où le corps, on voit qu'il ne peut pas supporter un afflux d'informations. Le souci, c'était que passer ces informations, elles passaient avec des émotions. Et ces émotions perturbent le réceptacle, c'est-à-dire le corps humain et surtout l'esprit de celui qui reçoit ces informations. Ça a été un gros problème. Parce qu'un afflux d'informations et d'émotions joue sur plusieurs phases. Alors je vais vous les décrire. Hein. Donc vous voyez ici, j'ai pas de papier, j'ai rien. Hein. Bien, le premier système, c'est d'interagir avec un phénomène de synchronicité et d'insertion mentale. On va d'abord interagir sur l'événement, faire en sorte que l'individu soit dirigé à un endroit, et puis on va lancer que quelques petites informations qui sont de l'ordre d'injonctions, mais mentales, qui agissent sur les synapses et qui contrôlent le système nerveux de l'individu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le système nerveux, ça c'est la première phase. Ça, je vous parlerai dans d'autres vidéos, d'autres choses, hein, d'autres manières. La première phase, c'est que l'individu qui reçoit cette information, ce ne sont pas des informations avec message. Ce sont des codes. Et ces codes titillent le système nerveux de l'individu. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne s'énerve, il y a un taux d'adrénaline, ce taux d'adrénaline force le corps à réagir, ça vous rappelle quelque chose, et comme le corps interagit par l'adrénaline, il dépense son énergie et il dépense ses calories. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Après, il tombe à plat. Première technique pour pouvoir faire en sorte que l'individu reste maintenant sans défense, je dirais plutôt sans défense énergétique. Donc je parle sur système nerveux. Une fois que ça c'est fait, on va passer sur le système respiratoire. Donc on continue sur le système nerveux, mais on maintient un rythme respiratoire grâce à une autre injonction d'information que le cerveau lui capte et qui le transmet sans le savoir. La respiration est atténuée, ça vous rappelle quelque chose? Méditation? Cohérence cardiaque? Y aurait-il quelque chose dans tout cela? Je ne sais pas, chaque chose en son temps. Ensuite, la respiration fait en sorte que on maintient l'individu dans un rythme cardiaque bien précis et tout doucement on va l'atténuer. Et là, quand il y a le corps qui est atténué, le rythme cardiaque qui respire, qui fonctionne, pardon,
le plus, je dirais, je cherche le mot le plus simplement possible, le plus vital possible, on peut maintenant aller voir ce qu'il y a là. Et puis, on va faire une insertion sur le système synaptique. Comment? On envoie encore une injonction. Cette injonction va s'allier au système synaptique, double L, et va faire ceci. Et là, on rentre dans ce que vous appelez le système mémoriel, les résidus mémoriels, le système anticipatif, imaginatif, de créativité, et on y insère là une autre information. Cette information, en général, c'est en fonction de l'éducation de l'individu. Ce qui veut dire qu'on peut donner une information dans la mémoire de l'individu et créer à l'intérieur de lui Marie, Jésus, un démon, enfin tout ce que vous voulez, pour pouvoir canaliser en fait l'attention qu'il y a là-dedans. Pas la vision, mais l'attention. Comment je peux vous expliquer ça? Quand vous êtes dans la rue, vous voyez des choses, vous entendez, ainsi de suite, mais parfois vous sentez quelque chose. Vous ne savez pas trop dire. Eh bien, c'est un petit peu dans ce truc-là. On va insérer une information dans ce système d'intuition, de perception, un ensemble de tout, ces systèmes unisensoriels. Et là, on met une information déjà pour atténuer et pouvoir dire à la personne, voilà, on vient ou je viens, c'est en fonction de l'injonction, et on met le ressenti, ce ressenti est associé avec l'imagination et la créativité, mais je mens, je pense, parce que c'est associé plutôt avec des points de repère mémoriels que vous avez eus. Point de repère mémoriel, par exemple, c'est Marie, Jésus, en fonction de l'époque où vous vous trouvez, vous ressentez que Marie vous parle, Jésus. Vous ne retrouvez pas ça quelque part, des expériences de mort imminente au bout du tunnel? Oui, on en reparlera plus tard. Alors, hop, qu'est-ce qui se passe? On donne en fait une création holographique dans la mémoire pour que la personne soit attentive à l'information. Le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours une image holographique, je vais dire temporelle, et au niveau de l'analyse du cerveau, de cet ensemble, et on peut, je dirais, ne pas avoir cette culture ou cette forme de, comment dirais-je, cette forme de croyance religieuse, mais on peut, dans la vie de tous les jours, dans les fermes ou quoi que ce soit, vous voyez, dans l'aspect rural des choses, dire qu'il y a des démons dans ma ferme, le lait a tourné, vous connaissez ce que je veux dire, donc c'est la faute de ci, c'est la faute du diable, c'est la faute... Alors parfois on y insère une forme d'aspect holographique qui, en ayant cherché dans toute la matière émotionnelle de l'individu, que mettre à Jésus, une Marie ou tout ce que vous voulez, ça ne sert à rien. Donc on met quelque chose d'interpellant. Et souvent, ça c'était les premières erreurs, c'est d'avoir mis un système holographique de peur que l'individu a, c'est-à-dire un homme avec une tête de taureau, ou une autre chose, et l'individu, au lieu d'adhérer en fait, comme il devrait le faire avec Marie ou Jésus ou quoi que ce soit, il y a un réflexe de peur. Et là, la peur, à ce moment-là, dérègle tout. Parce que dans chaque être humain, la peur déclenche un système de réaction extraordinaire. Rappelez-vous, la majeure partie des héros lors des guerres, Seconde Guerre, Première Guerre mondiale, ont souvent été des gens qui ont eu peur et puis qui ont surmonté leur peur et que cette peur est devenue une force, une réactivité face à l'événement. C'est là qu'il y a eu des soucis. Sans compter évidemment que l'individu soit croyant ou pas, l'intervention d'un prêtre qualifié qui vient
faire sa cérémonie par rapport à une intervention sur une possession, à la rigueur un objectif d'exorcisme, interagir en fonction de prières qui ont un aspect sonore bien précis. Mais bon, il y a du pour, il y a du contre. Il y a du pour, il y a du contre. Par exemple, quand vous avez un corps qui est chauffé, hein, je m'adresse à ceux qui font du sport, le culte du corps, et souvent quand vous avez chaud, vous dépensez cyclisme, fitness bien sûr, enfin un peu de tout. Quand vous prenez une douche froide, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réaction. Hein. Surtout maintenant, on s'amuse beaucoup à la télévision à faire des paris, là, on jette un seau d'eau froide, vous voyez ce que je veux dire? C'est le même système. Pourquoi? Il faut l'avoir vécu. Hein. Quand quelqu'un a un phénomène de possession, attention, un vrai phénomène de possession, donc c'est une insertion mentale avec des informations, il y a un échauffement corporel. Et c'est pour ça que l'erreur de beaucoup de gens, c'est de couper les radiateurs, d'ouvrir les fenêtres parfois, ou c'est rare, attention, hein, parce que on peut sauter au-dessus, mais on aère, c'est ça que je veux dire. Donc il fait très froid, parce que la personne a chaud. Mais l'eau bénite, elle reste dans la pièce. Elle est froide. Et l'individu, quand il fait ceci sur l'individu, il y a une réaction, évidemment, qui fait que le corps se crispe. Attention, ce n'est pas une généralité. Il y a bien une consistance d'eau qui interagit sur l'hydrologie corporelle d'un individu et qui s'associe à un afflux mental et qui vient interagir sur l'aspect d'énergie vitale, mais ça n'a rien à voir sur ce plan que je vous dis. Je vous parle sur un aspect réactionnel corporel chauffé là par, bien sûr, une tétanisation musculaire, mais qui a été faite en fonction d'injonctions sur le système nerveux. En l'occurrence, bien une paralysie ou une diminution ou une fatigue sur le système nerveux, l'adrénaline et ainsi de suite. Je vais vous faire d'autres vidéos sur le véritable voyage dans le temps. Alors, je sais qu'il y en a qui ne vont pas beaucoup apprécier, mais moi j'aime bien ce petit coin là pour parler avec vous, c'est sympa. Et le voyage dans le temps, concrètement, a été une expérience difficile. Difficile, comme je vous ai cité, à la projection d'un corps, d'un endroit à un autre. Ça n'a pas du tout marché. Mais actuellement, vous l'avez remarqué, beaucoup de films, beaucoup d'épisodes, enfin de séries, voilà, vous parlent du voyage dans le temps, parce que c'est un petit peu comme du Indiana Jones. Ah, il va dans le temps, il voit des pyramides, il voit voilà, JFK être abattu. C'est plus un rêve que beaucoup de gens ont envie de faire. C'est aussi dans la nature humaine, beaucoup de gens rêvent. Hein, on voit bien avec les thérapies, il y a des bonnes thérapies et il y a des thérapies qui vous font rêver. Je pense que je n'en veux pas à ceux qui font de la thérapie, loin de là, mais il faut quand même un juste milieu. Bon, maintenant, dans la société aussi, on vous fait rêver. Hein, attention, débarrassez-vous de ceci parce que ça, c'est mieux. Enfin, il y a une large manipulation, on ne va pas revenir là-dessus, ou l'ordre mondial, comme vous dites, enfin, toutes ces... Bref, mais le voyage dans le temps, c'est d'abord de comprendre, avant toute chose, ce qu'est le temps. Comment le temps fonctionne? Existe-t-il ou est-ce qu'il n'existe pas? Avons-nous, nous, une notion du temps propre, une notion du temps juste, que à travers le temps, à travers la fonction du temps futur ou passé, est-ce qu'elle a toujours cette même fonction que nous connaissons actuellement?
Pouvons-nous cibler évidemment l'envoi d'un individu organique dans un endroit où il pourrait éventuellement réceptionner, mais où? Dans un mur? Dans le canal? Il faut chercher d'abord comment on peut agir. Il n'y a qu'un seul moyen. Un seul moyen. Il y a 3 techniques, mais il n'y a qu'un seul moyen, où on est certain de faire appel à des technologies associées avec, permutées, je vais dire, avec des connaissances sur le véritable fonctionnement de notre cerveau. Et quand on regarde le véritable fonctionnement de notre cerveau, j'entends bien aussi le bagage énergétique. Le bagage énergétique, c'est-à-dire le bagage énergétique de jeunesse, vieillesse au niveau du corps, mais il y a également le bagage énergétique de notre façon d'accumuler des informations jusqu'à la fin de notre existence. C'est déjà très complexe. Bref. Alors, je reviendrai sur d'autres vidéos sur le véritable voyage dans le temps. Alors, vous allez me dire comment je sais tout ça, pourquoi je vous explique tout ça. Je vais simplement vous dire que pendant une dizaine d'années, j'ai dû jouer véritablement un rôle pour m'insérer un peu partout. Que ce soit une immersion dans les salons de voyance, de médiumnité, de thérapie. J'ai dû vraiment jouer un rôle important pour pouvoir comprendre et pouvoir peut-être tâter le terrain sur le véritable voyage dans le temps et comment l'être humain avait des capacités de percevoir et entrevoir réellement avec la nature, le naturel de sa fonction vitale, des événements qui allaient avoir ou qui auraient eu lieu. C'est là que ça se passe, ici. À très bientôt. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me contacter sur... là, je fais ma pub sur la page Facebook, les chroniques d'une expérience de mort imminente. Sachez que cette vidéo est faite le 19 mars 2018, mais dans tout ce que je vous explique, il y a une finalité. Je ne vous parle pas du réchauffement climatique, il y a une finalité d'une découverte extraordinaire.